Podgorica, Monténégro, juin 2006. Le Parlement proclame officiellement l'indépendance du pays, après la dissolution de la communauté d'États de Serbie et Monténégro. Dans la foulée, de nombreux États reconnaissent cette indépendance. Parmi eux, le Japon, qui déclare également que la guerre est terminée entre les deux nations. En effet, lors du conflit qui opposa le Japon et la Russie en 1904-1905, le Monténégro, allié aux Russes, déclara également la guerre à l'Empire du Soleil Levant et envoya un petit contingent sur le théâtre des opérations. Lors de la signature du traité de paix réglant ce conflit, le Monténégro fut tout simplement oublié, et par cette irrégularité diplomatique, un état de guerre subsistait de fait entre les deux pays. Cette anecdote nous renvoie à un conflit méconnu, la guerre russo-japonaise. Au début du XXe siècle, la Grande Russie, qui se pense invincible, et le Japon, alors en pleine modernisation, s'opposent pour le contrôle de la Mandchourie, pourtant territoire chinois. La guerre meurtrière qui en découle modifie les relations internationales et propulse le Japon au rang de grande puissance. Revenons sur la guerre russo-japonaise et observons comment le Japon s'est imposé face à la plus grande armée du monde. Nous sommes en 1868. Après le renversement du shogunat Tokugawa, le Japon entre dans une nouvelle phase de son histoire, l'ère Meiji. Modernisation et impérialisme sont les maîtres mots, avec comme slogan « Esprit japonais, techniques occidentales ». Objectif : entrer dans le concert des grandes nations industrialisées et s'imposer comme première puissance en Asie du Nord-Est. Pour atteindre ces buts, l'industrialisation s'effectue à marche forcée. Des réformes économiques et sociales sont lancées, les échanges commerciaux s'accroissent et la création d'une armée forte, terrestre mais surtout navale, est entreprise. Toutes ces mesures portent leurs fruits, et dès le début de la restauration de Meiji, le Japon s'implique dans les relations internationales. Le pays parvient à régler les problèmes territoriaux avec ses voisins. Les États-Unis restituent les îles d'Ogasawara en 1873. La Russie et le Japon s'entendent sur le cas des îles Kouril et de Sakhaline en 1875. Les îles Kouril aux Japonais et l'île Sakhaline aux Russes. Mais ce sont surtout les questions continentales et les rapports avec la Chine et la Corée qui vont provoquer de vives tensions. Dans cette deuxième partie du XIXe siècle, la puissance qui attire toutes les convoitises est la Chine. L'Empire du Milieu est à genoux. Les puissances occidentales ont par 2 fois écrasé le pays durant les guerres de l'opium. Les traités inégaux, signés sous la contrainte, ont imposé aux Chinois l'ouverture de nombreux ports, la liberté de navigation, des enclaves territoriales sur leur territoire et l'obligation de commercer avec de faibles droits de douane. Cela créait des monopoles pour les Occidentaux et l'affaiblissement du pouvoir impérial chinois. Le Japon profite d'un incident pour entamer une première conquête territoriale. Des marins d'un navire du royaume de Ryukyu, sous protectorat japonais, mais encore indépendant, échouent à Taïwan, où ils sont décapités par les autochtones. Parmi eux, 4 Japonais. Le Japon souhaite châtier les coupables et exige des dédommagements. L'Empire Qing argue que les indigènes sont hors de leur juridiction et qu'il ne peut rien faire. En réaction, le Japon envahit Taïwan en 1874. La Chine paye un dédommagement pour que les troupes se retirent quelques mois plus tard. Le royaume de Ryukyu est ensuite annexé par le Japon en 1879. La mise sous tutelle de la Chine continue dans les années 1880. Un conflit avec la France, qui souhaite prendre le contrôle du fleuve Rouge, aboutit au traité de Tianjin, qui reconnaît aux Français le protectorat sur le Tonkin et la Nam. Humiliée de toutes parts, la Chine n'est pourtant pas au bout de ses peines. La démarche expansionniste du Japon se porte particulièrement sur son voisin le plus proche, la Corée. La péninsule, sous la dynastie Joseon depuis le XIVe siècle, est un vassal de la Chine. Le pouvoir nippon souhaite exclure l'influence de l'Empire du Milieu et y imposer l'ouverture du pays à son commerce, en reprenant les pratiques des Occidentaux. En 1875, profitant d'un coup de feu tiré par les Coréens sur des navires japonais, le Japon bombarde Ganghwa avant d'en faire le blocus. L'opération aboutit à la signature d'un traité inégal, imposé par le Japon.
Ouverture de 3 ports, liberté de circulation pour les navires japonais, exonération des taxes douanières, reconnaissance de la Corée comme État indépendant, excluant donc par ce traité le lien l'unissant avec la Chine. Afin de limiter l'influence japonaise, les Qing encouragent la Corée à conclure d'autres traités avec les puissances occidentales. Toute une série de traités inégaux sont alors conclus avec la France, les États-Unis, l'Empire allemand, russe ou austro-hongrois. Mais la rivalité sino-japonaise va continuer de se cristalliser autour de la Corée. Après la signature du traité avec le Japon, la Corée tente d'imiter son voisin et souhaite se lancer dans une modernisation accélérée et réformer son armée. Des conseillers militaires japonais viennent former un nouveau corps militaire spécial, ce qui provoque le mécontentement de l'armée régulière, auquel se combine une véritable hostilité de la population à l'égard des Japonais. Une mutinerie éclate en 1882. La légation du Japon est détruite, les diplomates doivent fuir. Le Japon exige réparation. Par traité, les Japonais peuvent installer un bataillon en Corée pour protéger ses ressortissants. Mais la Chine en profite également pour envoyer des troupes. En 1884, tandis que la Chine est en guerre contre la France, un coup d'État est lancé par des réformateurs coréens qui s'inspirent de la restauration de Meiji. Mal préparé, le coup d'État est stoppé par l'intervention des troupes chinoises présentes sur le territoire. Dans l'opération, 40 Japonais trouvent la mort. La tension sino-japonaise se règle diplomatiquement. Le Japon obtient excuses et réparations, tandis que les deux pays s'engagent à retirer leurs troupes de Corée. Mais la Chine vient de recouvrer son influence sur la péninsule, orientant en sous-main sa politique intérieure et ses relations internationales. En 1890, le Premier ministre japonais Yamagata prononce au Parlement un discours qui structurera la politique internationale du Japon pendant des décennies. Il développe l'idée de protéger la ligne de souveraineté, représentant le territoire à l'intérieur des frontières, par une ligne d'intérêt, qui représente une zone d'influence, destinée à protéger la première ligne. Cette ligne d'intérêt se situe pour lui en Corée, et il faut donc employer tous les moyens, notamment militaires, pour protéger cette zone, et donc en évacuer l'influence chinoise. La protection de cette ligne d'intérêt est donc vitale dans l'idéologie Meiji. En 1894, en mauvaise posture économique, le pouvoir coréen fait face à une révolte paysanne. Il en appelle à l'armée chinoise. Depuis le traité de Tianjin, les diplomates chinois et japonais doivent se consulter en cas d'intervention en Corée. Prévenu de l'intervention chinoise, le Japon dépêche tout de même 18 000 hommes pour aider le roi de Corée. Chacun demande à l'autre de quitter la Corée et aucune médiation n'aboutit. La guerre éclate. Les Japonais, supérieurs en nombre, dotés d'une armée modernisée, équipés d'une flotte considérable, qui fut totalement réorganisée par un Français, Émile Bertin, écrasent les Chinois sur tous les fronts, et notamment lors de la bataille navale décisive du fleuve Yalu. La victoire japonaise est totale. Le traité de Shimonoseki impose à la Chine de reconnaître l'indépendance de la Corée et brise tout lien entre les deux pays. La Corée est placée sous protectorat japonais. Au passage, l'Empire du Soleil Levant obtient les mêmes accords commerciaux que les Occidentaux en Chine. Ouverture de 4 ports supplémentaires, autorisation d'y implanter des usines, droits de douane avantageux. Une indemnité colossale est versée par les Chinois, et surtout, la Chine doit céder de nombreux territoires. Taïwan, les îles Pescador, et la province de Liaodong, qui comprend Port Arthur. Cette dernière cession, qui n'est pas du goût des Occidentaux, porte en elle les germes de la guerre russo-japonaise. L'Empire russe a continuellement poursuivi l'objectif d'acquérir des ports orientaux, qui seraient libres de glace, notamment en mer du Japon. En effet, les ports de la façade maritime orientale de la Russie gèlent une bonne partie de l'année, bloquant les navires. Profitant de la faiblesse chinoise, la Russie parvient à imposer ses vues territoriales à l'Empire du Milieu, par plusieurs traités inégaux. La rive gauche du fleuve Amour est annexée en 1858, puis la Mandchourie extérieure en 1860. À partir de 1889, le tsar Alexandre II comprend l'intérêt de soutenir le développement des moyens de transport en Sibérie, riche région minière. Le chantier colossal du transsibérien est lancé et doit relier Moscou à Vladivostok. Mais les Russes souhaitent également établir un comptoir commercial et une base navale à Port Arthur, qui donnerait accès à la mer Jaune, et à moyen terme, établir une ligne de chemin de fer qui relierait le transsibérien, le transmandchourien. Les ambitions sont à la fois stratégiques et économiques. Le transport des marchandises lourdes coûte 2 fois moins cher par bateau que par train. La cession par la Chine de la province de Liaodong au Japon provoque l'intervention de 3 puissances occidentales,
L'Empire russe donc, la France, qui a investi dans la construction du transsibérien, et l'Empire allemand, qui lorgne de son côté sur le port de Qingdao. Il est demandé au Japon de restituer Liaodong, prétextant que la présence japonaise serait trop menaçante pour Pékin et la stabilité de la région. À cet ultimatum déguisé, une démonstration de force des navires occidentaux dans la région achève de convaincre les Japonais. Prudemment, ils acceptent, contre une indemnité payée par la Chine. Au Japon, c'est l'effervescence. Cette cession est considérée comme une trahison, une lâcheté et surtout une humiliation. Cette rétrocession va à l'encontre de la théorie de la ligne d'intérêt. Un conflit avec la Russie semble inévitable. Un plan décennal d'intensification de l'armement est aussitôt lancé. Les indemnités payées par la Chine et la bonne situation économique permettent son financement. Les effectifs militaires sont doublés, 150 000 hommes en temps de paix, qui doivent pouvoir monter à 600 000 hommes en temps de guerre. L'investissement dans la marine est particulièrement élevé pour assurer le contrôle des mers, essentiel pour l'archipel. Pendant 10 années, Russes et Japonais vont avancer leurs pions en Corée. Plusieurs événements vont mener à la guerre. Le gouvernement pro-japonais coréen en place est vivement critiqué, notamment par la reine Min, qui n'hésite pas à totalement remanier ce gouvernement. Ce pied de nez au pouvoir du Japon est brutalement sanctionné. L'ambassadeur japonais à Séoul, avec quelques hommes de main, pénètre dans le palais impérial, tue la reine et brûle son corps dans le jardin. Cet acte produit l'effet inverse à celui recherché. Le sentiment anti-japonais est exacerbé, et le gouvernement placé par Tokyo à Séoul doit fuir. Le roi coréen se place alors sous la protection du tsar de Russie. Parallèlement, la Russie obtient de la Chine la concession de la péninsule de Liaodong et le droit d'y établir une ligne de chemin de fer. Port Arthur est cédé aux Russes pour 25 ans, et les troupes tsaristes investissent peu à peu la ville. Face à cette avancée russe, le Japon adopte une attitude d'attentisme prudent. Il négocie avec Saint-Pétersbourg, tout en se préparant secrètement à un conflit. En 1898, un accord est trouvé. Les deux pays s'engagent à ne pas intervenir dans les affaires intérieures coréennes, et surtout, il est permis au Japon de relancer ses activités économiques avec la péninsule. En 1904, à la veille de la guerre, 60% des importations coréennes proviennent du Japon, et 80% des exportations y sont destinées. En 1901, la Chine connaît une nouvelle secousse de grande ampleur, la révolte des Boxers. 8 nations coalisées, voyant leur intérêt menacé, matent la rébellion. Les Russes en profitent pour annexer la Mandchourie, et ne se retirent pas, malgré les promesses faites dans le protocole de paix signé après la révolte des Boxers, ce qui agace encore un peu plus les Japonais. Le Japon a participé activement à cette répression aux côtés des grandes puissances. La Grande-Bretagne a apprécié cette intervention. Un rapprochement s'opère alors entre les deux nations. Une alliance anglo-japonaise est conclue, d'une grande importance. En cas de conflit avec la Russie, la Grande-Bretagne n'interviendra pas, et quiconque attaquerait le Japon se retrouverait en guerre contre le Royaume-Uni. Habilement, l'ambassadeur japonais glisse une disposition qui dispense les Britanniques d'intervenir si le Japon se retrouve face à un seul adversaire. Le Japon a désormais les mains libres, débarrassé du risque d'une intervention des puissances occidentales coalisées. Une dernière tentative de négociation a lieu avec les Russes en 1903. Un marché est proposé. Les Japonais reconnaissent les droits russes en Mandchourie, et les Russes reconnaissent les droits japonais en Corée. Le tsar Nicolas II rejette la proposition. Le Japon est prêt pour la guerre. Le non-retrait des forces russes en Mandchourie sert de prétexte. Un ultimatum est envoyé au tsar le 13 janvier 1904. La Corée, paniquée, déclare sa neutralité. Sans réponse du tsar, l'offensive est lancée par surprise le 8 février. Port Arthur est attaqué par une escadre nippone. La ville, constamment bombardée. 2 navires russes sont coulés à Chemulpo. Les troupes japonaises peuvent débarquer en Corée. Logistiquement bien organisés, utilisant les dernières avancées technologiques, comme le téléphone pour la communication, les Japonais ont pourtant une stratégie de l'attaque frontale et du corps à corps, ce qui va coûter très cher en hommes. Les Russes, quant à eux, optent pour une attitude défensive, en attendant que les renforts, qui doivent traverser le vaste continent, arrivent via le transsibérien. Les soldats sont isolés et le ravitaillement défaillant, d'autant que des tronçons du transsibérien ne sont pas opérationnels. L'état-major estime à 6 mois le temps nécessaire pour réunir les forces. Il se place derrière Yalu. La première bataille terrestre s'engage. Les Russes sont persuadés de leur supériorité.
mais se font rapidement surprendre par la puissance de frappe nippone. Les armées du tsar doivent battre en retraite. En mai, les troupes du général Nogi débarquent dans le Liaodong. Les Japonais cherchent à couper le ravitaillement russe de Port Arthur. Après le débarquement des troupes, les corps d'armée se regroupent. Plusieurs batailles meurtrières permettent de refouler les Russes jusqu'à Port Arthur. En août, le siège débute. Parmi les multiples opérations, des soldats kamikazes sont envoyés pour se sacrifier. L'armée nippone use de sa puissante artillerie pour attaquer chaque fort tenu par les Russes. À partir de septembre, les bébés d'Osaka, puissants canons de 280 mm avec une portée de 7 km, entrent en scène. Rien n'y change. Le front s'étale sur 3 km et ressemble à une guerre de tranchées. Les offensives frontales, les tirs d'artillerie et les sapes creusées sous les forts sont des échecs. À l'automne, l'attention se porte sur une zone moins protégée et qui pourrait débloquer la situation, la colline 203. Un mois plus tard, une vaste offensive est lancée. Il faut 8 jours et 8000 morts aux troupes du général Nogi pour prendre la crête. Ils peuvent y observer la flotte russe, dissimulée dans la rade. Les bébés d'Osaka pilonnent les navires du tsar, qui sombrent tous. La défense russe vacille. Le 5 janvier, Port Arthur tombe définitivement aux mains japonaises. Pour autant, la guerre n'est pas finie. Les renforts russes arrivent. Ils se sont positionnés au niveau de Mukden et commencent à opérer des contre-attaques qui contiennent à peine l'avancée japonaise. Le 20 février 1905, la bataille terrestre décisive oppose 340 000 Russes à 270 000 Japonais, par une température de moins 20 degrés. Offensive et contre-offensive se succèdent. Le Japon poursuit sa stratégie de l'attaque frontale, terriblement meurtrière pour ses troupes. Le 7 mars, les Japonais s'emparent de la ligne de chemin de fer. Mal coordonnés dans leurs mouvements, souffrant de problèmes de communication, plusieurs divisions russes sont anéanties. La retraite est ordonnée, sous les bombardements d'artillerie. Le 10 mars, Mukden est pris par les Japonais. Les combats terrestres s'arrêtent. Le Japon a atteint ses objectifs sur Terre. Mais les Russes ont encore un espoir. La flotte de la Baltique a été envoyée sur le théâtre des opérations en octobre 1904. Mais le trajet est long, environ 6 mois, et un malencontreux incident a retardé l'expédition. À peine partis, en pleine mer du Nord, à 8000 km du front, les navires russes pensent croiser des navires japonais et ouvrent le feu. Ce sont en réalité des chalutiers britanniques. Une crise diplomatique éclate avec le Royaume-Uni. Une enquête internationale est ouverte. La flotte de la Baltique poursuit tant bien que mal son périple, mais arrive 4 mois après la chute de Port Arthur. L'objectif est alors d'atteindre Vladivostok, en passant par le détroit de Tsushima. La flotte japonaise, supérieure en nombre et plus avancée technologiquement, télémètres, obus incendiaires explosifs ou outils de guidage plus précis, est prête à leur barrer la route. L'expérience de la campagne de Port Arthur et la proximité de leur base donnent aux Japonais un avantage considérable face à une flotte russe épuisée par un voyage interminable. Le 27 mai 1905, la bataille de Tsushima débute. C'est un véritable carnage. 21 navires russes sur 28 sont coulés. Seuls 3 torpilleurs japonais ont sombré. Le lendemain, les quelques survivants russes se rendent. Dès le mois de juin, le président américain Theodore Roosevelt invite les deux parties à négocier. Une rencontre a lieu au mois d'août entre les plénipotentiaires. Entre-temps, le Japon en a profité pour débarquer ses forces sur Sakhalin, conscient que ce gain territorial pourrait peser dans la négociation. Le 5 septembre 1905, à Portsmouth, aux États-Unis, le traité de paix est signé. Le Japon et la Russie évacuent la Mandchourie, qui revient à la Chine. Le Japon se voit concéder la péninsule de Liaodong, avec le réseau ferré qui s'y trouve, ainsi que la moitié méridionale de l'île Sakhalin, qui comporte de nombreuses mines. Mais les espoirs japonais sont quelque peu déçus. Ils espéraient la totalité de Sakhalin et de lourdes indemnités de guerre. Il n'en est rien. Les émeutes éclatent à Tokyo et provoquent la chute du gouvernement. En Russie, les conséquences sont désastreuses.
l'infaillibilité du tsar est remise en question par la population. Même si la chute de Port-Arthur n'en est pas la cause principale, la révolution de 1905 se déroule à peine 3 semaines après ce terrible revers militaire. Le tsarisme, déjà à bout de souffle, et qui doit faire face à une crise économique et des grèves paysannes et ouvrières, perd encore de son prestige par cette défaite humiliante, dans un pays où l'agitation révolutionnaire est plus forte que jamais. Une conséquence directe de l'effondrement de la force navale russe est la mutinerie du cuirassé Potemkin en juin 1905, dans une période où le moral des marins est au plus bas. Cette première révolution russe est matée, mais modifie le climat politique du pays. La guerre russo-japonaise s'inscrit donc directement dans la défiance de la population envers le tsarisme, et qui aboutira, par une multitude de causes, à la révolution de 1917. Pour les Japonais, la victoire n'est pas si éclatante qu'elle n'y paraît. Les gains territoriaux issus des traités de Portsmouth sont décevants comparés au bilan humain de la guerre, 80 000 morts et 175 000 blessés. Malgré tout, par l'accord Taft-Katsura, les intérêts politiques, économiques et militaires du Japon en Corée sont reconnus, et l'établissement d'un protectorat est validé par le gouvernement américain. Cette décision aboutira à l'annexion de la péninsule en 1910. En échange, le Japon reconnaît les intérêts américains sur les Philippines. La victoire du Japon impressionne l'Occident, qui désormais traite d'égal à égal avec les grandes puissances. En pleine confiance, l'Empire du Soleil Levant va alors étendre sa fameuse ligne d'intérêt, au point que cet expansionnisme dévorant mènera à de nombreuses exactions sur le continent asiatique, notamment lors de la Seconde Guerre sino-japonaise de 1937. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, en vous rendant sur la page Tipeee ou Utip de la chaîne, vous pourrez acquérir cette magnifique illustration du général Nogi, figure importante de la guerre russo-japonaise. Elle est réalisée par l'artiste Manon Potier du studio DTDA. Évidemment, un grand merci à tous les contributeurs qui permettent à la chaîne d'exister. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce vers le haut. Encore un grand merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouvel épisode.